télévisé de 20 heures sur RTI 1. On a déjà vu. Nous sommes avec Monsieur Brice Delagneau. Il est bien sûr consultant en développement durable, président de l'ONG Amistad. Et depuis 6h20, nous parlons avec lui des droits humains et du développement durable. On a vu un premier point, le développement. Le deuxième point, à présent, les blocs idéologiques. Oui, alors, donc, nous sommes en train de voir déjà les contextes dans lesquels nous pouvons vraiment situer la présence des droits humains dans le développement durable. Et donc, aujourd'hui, vous savez, il y a eu en son temps les blocs idéologiques. Et donc, après la conférence de Yalta en 1945 en Ukraine, donc, qui a aussi consacré l'acte fondateur de la création des Nations Unies, il y a eu l'opposition des deux grands blocs qui ont structuré le monde. Et donc, à partir de cette structuration, nous avons compris qu'il y avait quand même des zones d'influence qui ont commencé à se développer. Et ces zones d'influence-là ont vraiment eu une part belle à partir de la chute du mur de Berlin. Donc, après la chute du mur de Berlin, il y a eu aussi la fin de l'URSS. Et donc, à partir de cet instant, les autres États ont commencé à gagner en autonomie. Et donc, chaque État a voulu vraiment participer effectivement à son développement. Malheureusement, il y a eu quand même des régimes dictatoriaux, par exemple, qui ont vraiment amené les populations à certaines guerres. On va parler par exemple de la crise en Yougoslavie, on va parler de la crise en RDC, on va parler de la crise au Rwanda. Donc, et puis, à côté de nous aussi, on a eu la crise au Libéria. Donc, ces crises-là qui étaient vraiment basées sur des enjeux soit raciaux, religieux ou économiques. Donc, du coup, les États, sinon le monde a commencé à comprendre que si on laisse les choses se faire de cette façon-là, il va sans dire que les hommes ne vont pas vraiment s'en sortir. Et donc, c'est tous ces éléments qui ont motivé effectivement la prise en compte du droit dans le développement durable. Et donc, lorsque nous nous rencontrons devant nous rendons compte que ces éléments-là ont eu un certain impact sur la société, alors il est important pour nous de comprendre pourquoi est-ce que nous parlons de droits humains dans le développement durable. Et donc, ce sont tous ces éléments-là qui ont contribué effectivement à l'émergence du concept de développement durable. Et donc, ça, c'était le deuxième point dont je parlais à travers les lignes significatives. Et nous avons la troisième ligne qui est la mondialisation. Aujourd'hui, avec la mondialisation, les frontières s'ouvrent. On a par exemple la globalisation, on a les communications, on a par exemple des accords qui se tissent à travers le commerce, à travers l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, etc. Et donc, du coup, nous nous rendons compte qu'il y a certains enjeux qui ont commencé donc à prendre de l'ampleur. Par exemple, l'effet des serres, par exemple, l'ozone, la biodiversité, etc. Et donc, aujourd'hui, il était question maintenant, à un moment donné, de comprendre que la manière dont chaque État essayait de se développer n'était plus vraiment opportun. Okay? Donc, cette opportunité-là va se traduire, par exemple, en 2000 avec les objectifs du millénaire pour le développement, donc, qui ont été décidés par les Nations Unies. On en a 8, entre autres l'autonomisation de la femme, l'éducation primaire pour tous, la préservation de l'environnement, etc. Donc, tous ces éléments-là nous ont fait comprendre que déjà, au niveau donc de Stockholm en 1972, où la question de l'environnement concernant les menaces que le développement économique engendrait a été donc reconnu. Ensuite, nous avons eu à Rio donc la prise en compte d'un certain nombre d'éléments dans le développement. Et puis, tout récemment, je vais dire en 2002, à Johannesburg également, il y a eu que les pays se sont mis d'accord pour comprendre qu'il faut impliquer les acteurs locaux dans les processus de développement. Donc, tous ces éléments nous ont amenés progressivement à comprendre qu'en réalité, nous étions en train de parler de droits humains lorsque nous parlions de développement durable. Et donc, pour ce faire, les droits humains sont situés au centre du développement durable. Et donc, j'ai quand même fait des recherches pour présenter quelques articles qui nous disent qu'effectivement les droits humains sont au cœur du développement durable. Nous prenons par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme. En son article 25, la déclaration dit, et je cite, toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux. Et je m'arrête là. Vous voyez, que pour les services sociaux nécessaires, bien sûr. Exactement. Mais quand vous prenez par exemple le secteur des transports collectifs. Nous parlons ici, par exemple, des transports communaux, etc. Mais vous vous rendez compte
que ces chauffeurs de taxi n'ont pas de contrat formel avec leur employeur. Donc, du coup, ça dit ce droit que ce monsieur-là, en tant que chauffeur de taxi, a pour dire que moi, je dois pouvoir assurer le bien-être de ma famille, ce monsieur ne peut pas assurer le bien-être de sa famille. Parce qu'il n'a pas d'assurance. Ensuite, il n'a pas de contrat. Donc, à tout moment, le propriétaire du taxi peut lui demander de partir. Donc, nous comprenons que, dans ce sens, si nous ne parlons pas de développement durable et que nous laissons donc ces personnes-là travailler sans contrat, nous violons ces droits. Vous voyez. Ensuite, j'ai également vu une autre déclaration, par exemple, la Convention relative aux droits de l'enfant, qui dit en son article 24, qui dit que les États reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible. Vous voyez, aujourd'hui, on a des enfants qui naissent. Mais ces enfants-là naissent dans quelles conditions? On a par exemple la possibilité ou alors l'obligation de construire des hôpitaux, d'avoir par exemple de l'électricité dans les hôpitaux, dans les villages les plus reculés. Et cela nous emmène aussi à attirer l'attention de nos autorités sur l'engagement et l'obligation de l'État à promouvoir les énergies renouvelables. Parce que si on ne peut pas avoir de l'électricité dans un village, parce que le financement va être un peu cher, mais il faut pouvoir valoriser et vulgariser donc cette énergie renouvelable pour qu'au moins avec le solaire, on puisse avoir par exemple de l'électricité pour conserver les vaccins. Tout à l'heure, vous avez donné l'exemple d'un chauffeur de taxi, ici communément appelé Woro-Woro. Vous avez aussi donné l'exemple des différentes formes de naissance. Alors, quel est le lien qu'on peut faire entre un contrat signé entre son employeur et l'employé et le développement durable? Mais déjà, l'article que je viens de vous lire stipule que toute personne a ce droit-là de pouvoir assurer le bien-être de sa famille. Mais pour assurer le bien-être de votre famille, vous travaillez. Et quand vous travaillez, vous devez souscrire. D'abord, vous devez avoir un contrat de travail. Et le contrat doit stipuler les différentes clauses qui vous engagent avec votre employeur. Ça veut dire que si demain, moi je décide de ne plus travailler, il faut que le contrat puisse me donner des obligations vis-à-vis de mon employeur. Même si on reconnaît qu'en Afrique, c'est l'art de l'oralité qui prend la place. Quoi que ce soit l'art de l'oralité. On n'a pas trop l'art de l'écriture. Oui, mais nous sommes en train, j'ai parlé de la mondialisation. Oui, mais même si on parle de la mondialisation, il faut comprendre qu'aujourd'hui, en tout cas en Afrique, les gens sont encore à la traîne. Hein. Je suis vraiment d'accord avec vous. Mais c'est pour dire que quand vous comprenez ce que rapporte le transport en termes d'activité économique, c'est un secteur important. Aujourd'hui, quand il y a une grève, vous voyez l'impact de cette grève-là sur l'économie. Alors pourquoi ne pas aider les acteurs de cette filière? C'est de cela que nous sommes en train de parler. Et c'est pour cela que la Déclaration universelle des droits de l'homme l'a stipulé. Donc, quand nous prenons cet aspect de choses-là et que nous présentons ça à nos autorités, c'est pour attirer l'attention des personnes. Parce que j'ai pris cet article parce que les transports collectifs font partie des emplois verts. Donc, ce sont des emplois qui vraiment permettent vraiment la protection de l'environnement, même si on a des voitures qui sont très polluantes. Parce que ce n'est pas parce que la voiture elle est polluante que nous allons parler de protection de l'environnement. Non. Si la voiture elle est propre, nous parlons de protection de l'environnement. Mais il est bon, en fait, l'attention que nous voulons attirer, c'est qu'il y a des éléments qui sont des éléments fondamentaux des droits humains qui se retrouvent dans le développement durable. Donc, si vous dites que vous êtes un État qui veut s'engager dans le développement durable... Et qui se veut émergent. Qui se veut émergent, il est question maintenant pour vous de pouvoir tenir compte de ces petites particularités. Parce qu'on a l'impression que ces personnes-là, peut-être, voilà, sont des personnes qui sont là comme ça, parce que ce n'est pas dans un bureau que ces personnes travaillent, mais ces personnes contribuent à l'économie du pays. Donc, il est important de pouvoir attirer l'attention de nos autorités sur ces différents éléments. Super. Conclusion donc? Donc, pour conclure, c'est que les droits humains, effectivement, font partie du développement durable. Et donc, tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il est important ou alors il est opportun de s'engager dans le développement durable, toutes ces personnes-là, quand vous regardez leur stratégie de développement durable, vous vous rendez compte que ces personnes mettent au cœur de leur développement l'homme. Donc, ces personnes donnent un visage humain à l'homme. Quand vous avez une entreprise qui dit, par exemple, c'est vrai que je participe à une déforestation quelconque, d'une quelconque façon, et que je veux contribuer au reboisement, ça veut dire que cette personne veut préparer aussi des ressources pour ceux qui viendront après nous. Donc, nous disons que nous ne pouvons pas parler de développement durable sans parler de droits humains. Merci beaucoup, Monsieur Brice Delagneau. Rappelons que vous êtes consultant en développement durable, président de l'ONG Amistad. Avec vous, nous avons parlé des droits humains et bien sûr du développement durable. On doit respecter
les droits humains, si bien sûr on veut que notre développement soit durable et efficace. On va se retrouver mardi prochain. Oui. Merci beaucoup et excellente journée à vous. Amis téléspectateurs, je vous ai dit à l'entame de cette émission que nous nous sommes levés d'un bon pied ce matin. Tous les membres de l'équipe de production de cette matinale veulent célébrer l'amour aujourd'hui. Il ne faut pas seulement attendre la Saint-Valentin pour parler de l'amour. Toujours amour, amour, amour au centre de tout ce que nous faisons. Simplement parce qu'avec amour, on réussit mieux ce que nous entreprenons. Et nous nous sommes levés encore plus amoureux que jamais de notre nation, de notre pays, terre d'hospitalité. Et pour marquer cet amour, écoutons l'hymne national de notre pays. Merci Babonga. Et Merci je pense beaucoup, que Naomi. tout Ivoirien devrait tout arrêter, comme ça se fait aux États-Unis lorsqu'on entend cet hymne. Parce que ça nous rappelle d'où nous venons et l'amour que nous portons à notre nation. Et nous sommes africains, nous Tout sommes à fait. ivoiriens. Et c'est pour cela qu'on décide aujourd'hui de célébrer notre pays avec un instrument bien de chez nous, le balafon. Le balafon, oui. Monsieur Babonga Niek est balafoniste, formateur, et aujourd'hui avec lui nous parlons de la création d'une industrie culturelle autour du balafon en Côte d'Ivoire. Tout à fait, Naomi. Alors, quelle est cette bonne nouvelle? Industrie, hein, avec le balafon? Industrie culturelle, oui. Alors, tout à l'heure, nous avons commencé par l'hymne. Oh, bien sûr. Alors, nous parlons du patriotisme, nous parlons de l'amour que C'est nous ça. avons pour notre pays. Mais qu'est-ce que c'est qu'un grand arbre sans grandes racines? N'est-ce pas? Absolument, il faut des racines et cet instrument illustre très bien ce que c'est dans le sens artistique et culturel. Nous parlons là des racines, de ce qu'il sous-tend le grand arbre qu'est notre pays. Et vous pensez qu'avec le développement, avec les choses qui évoluent tellement rapidement, qu'on peut aujourd'hui parler de balafon? Ce n'est pas un instrument en voie de disparition? Bon, dans un certain sens, oui, parce qu'il y a tellement de variétés de ce type de balafon dans certaines régions qui sont non seulement inconnus, mais qui disparaissent effectivement par manque de diffusion, par manque de pratiquants pour les pérenniser et tout ça. Et d'où l'importance effectivement d'une industrie culturelle autour de cet instrument pour pouvoir non seulement le promouvoir, mais aussi le faire connaître et pourquoi pas créer des métiers autour, professionnaliser des métiers autour du balafon. D'accord. Et donc là, nous sommes vraiment dans le contexte parce que nous sommes effectivement là avec l'UNESCO. Nous sommes avec l'UNESCO en train de créer, du moins d'amorcer la création d'une industrie culturelle autour du balafon. Autour du balafon. Oui, oui, en Côte d'Ivoire. Le balafon que vous avez, vous étiez en train de dire tout à l'heure qu'il y a plusieurs formes de balafon. Oui. Expliquez-nous donc comment on obtient cette forme de balafon Oui. que nous avons avec vous. Alors tout d'abord, le balafon, je crois que tout le monde sait ce que c'est comme balafon, hein, Oui. un xylophone africain. Et donc il y a bien sûr plusieurs sortes de balafons traditionnels selon les groupes ethniques ou alors selon les grands groupes ethniques N'est-ce partout en Afrique subsaharienne. Hein. Dans tous les pays de l'Afrique subsaharienne, on sait ce que c'est que balafon. Et alors celui-ci, c'est un balafon chromatique. Un balafon C'est chromatique. Un balafon chromatique parce qu'il obéit à l'échelle des demi-tons. Et c'est vraiment tempéré, c'est-à-dire que nous avons les notes, je schématise un peu comme même sur un piano, on a les notes blanches et les notes noires d'un piano. Ah, donc ce sont les noirs qui sont au-dessus. Les noirs qui sont au-dessus et les notes blanches, et les blanches. juste là. Alors les blanches, les notes naturelles, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. D'accord. Alors qu'en haut, nous avons les altérations, les dièses et tout ça. D'accord. Donc du coup, nous avons Yeah. donc
l'échelle des demi-tons tempérée, et c'est ça qu'on appelle la gamme chromatique. C'est pour cela que ce balafon est appelé le balafon chromatique. D'accord, mais ce qui m'impressionne en fait, c'est que le son est obtenu à partir, je ne sais pas, ce sont des calebasses. Oui. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Alors, c'est des sortes de caisses de résonance. Effectivement, c'est des calebasses. Et ces calebasses-là sont accordées également selon la note qui les amplifie. Qu'elle les amplifie. Donc on au samplement. accorde Oui. le balafon comme on accorde le clavier, la guitare, Comme on peu accorde importe le l'instrument. clavier et la guitare. Et D'accord. lame par lame. Lame par lame. Lame par lame. Excusez-moi, je fouille un Oui, peu oui, ce bien matin, sûr. je suis curieuse. Il faut. Et le sac que vous nous avez apporté, comment Oui, on les oui. appelle ceux-là? Alors ça, on les appelle des maillotches. Des maillotches. Ça peut s'appeler des baguettes également. D'accord. Alors la particularité de ces baguettes-là que Naomi tient de sa main gauche, Oui. alors c'est que Les vertes-là. voilà, alors ces vertes-là ont été fabriquées spécialement par un grand vibraphoniste, le doyen des vibraphonistes français, pour Babanga. Alors il s'appelle Michel Hausser, je lui rends hommage d'ailleurs. D'accord. Alors il a fabriqué ces baguettes-là pour Babanga. Mais quelle est donc la particularité de ces baguettes? Alors la particularité de ces baguettes, c'est que ces baguettes-là sont faites, vous voyez, c'est vraiment confectionné, alors là avec, vous voyez, des fils. Oui. Et J'ai de failli sorte dire de que- la laine, mais oui, je oui, suis pas c'est ça, sûre. c'est C'est de ça, la laine? de la laine, oui. Alors ça fait que le son il est plus feutré. Ah, d'accord. Alors C'est vrai avec que ça, le son est différent. oui, c'est différent des autres. Alors chaque baguette a sa particularité selon la matière avec laquelle elle est fabriquée. Ça, c'est quoi? Ce sont des billes que je tiens Alors là, maintenant, c'est quoi. des billes. Alors là, c'est du cristal, oui, Ah. en effet. Et donc, ça donne un tout autre effet. Ah! On sent la différence, là. Oui. Alors, avec un bon ingénieur de son, Oui. je peux donc avoir des effets. Avec cela, des effets sustain, des effets écho, des effets Donc, en fonction delay, du son tout que ce vous qu'il faut. voulez obtenir, Tout à Babanga, il y a tellement de Ah, mais baguettes. oui, alors là, Alors- il y a toute une panoplie. Oui. Parce que maintenant, avec le balafon chromatique, il est question de jouer de la musique. Alors, D'accord. ce n'est pas que des sons monocordes qui très vite lassent l'oreille, Ok. mais ça devient vraiment de la musique avec non seulement les harmonies, mais aussi les nuances lorsque nous jouons. Alors, nous pouvons jouer une pièce, nous pouvons jouer vraiment quelque chose de sorte qu'on peut jouer tout le temps sans que ça ne D'accord. lasse l'oreille. et Donc, sans on que peut ça avoir ne... un son feutré, un on son peut avoir des feutré, sons on aigus. peut avoir des effets. Ça, c'est quoi? Bon, voilà. Ça, Alors- ça m'impressionne parce que je cogne depuis et j'entends rien. Oui, oui, on n'entend rien du tout. Je Et vais là, reprendre ça. alors, c'est pour cela qu'il faut absolument avoir vraiment de la sonorisation de pointe également. Ah bon? Parce que, vous voyez, là, on a du caoutchouc autour, Ah, c'est du caoutchouc. c'est du caoutchouc. Donc, avec la laine, avec le caoutchouc, on a des sons différents. On a des sons différents. Alors, ça veut dire qu'avec ça, même si je vais en forté, vous voyez que, alors là, l'oreille n'est pas du tout blessée. Pas du tout. Et lorsque je vais en piano également, nous entendons quand même comme un style de murmure, vous voyez. Alors, c'est vraiment oui, Mais ça, adéquat. avec ça, on agresse un peu. Hein? Ah oui, avec ça, on agresse du moins si on y va. Donc, avec ça, on peut vraiment faire du plus fort. coupé-décalé. Avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Alors, il y a une chose, il y a quelque chose que j'aimerais préciser. Allons-y. C'est que, alors, concernant les genres de musique urbains, ici en Côte d'Ivoire, alors nous avons plusieurs. On a le zouglou, on a le coupé-décalé et tout ça. Alors, On a le ziggy, on a le le lorobi. ziggy, voilà. Alors moi, j'aimerais vraiment, c'est un appel que je lance Allons-y. à tous les compositeurs de coupé-décalé. Il est important de tenir compte des mélodies, vous voyez. Quand j'interprète du zouglou, par exemple, de façon instrumentale, on reconnaît tout de suite la mélodie parce qu'il y a un thème, il y a, Il y a un rythme je parle de derrière. couplet, Oui. je parle de couplet, je parle de refrain et tout ça. Et alors qu'avec le coupé-décalé, c'est plus du rythme. Oui, Alors, c'est plus vrai de qu'il n'y a rythme pas et couplet, refrain, tout Voilà, ça. alors c'est C'est pour une ligne droite. l'interprétation est un peu plus difficile avec ça, Ah, de d'accord. façon instrumentale. Donc, c'est vraiment un appel que je lance. Ce n'est pas du tout inadéquat de mélanger le rythme, de mélanger tout ce qu'il y a comme animation N'est-ce pas? avec la mélodie.
Et ça vous permettra donc ça nous permettrait de mettre en valeur le copé décalé sur nos instruments. C'est super. Oui. Super. Mais alors, avec le zouglou déjà, c'est possible. C'est possible. Comme Alors, problème. comme on parle de zouglou, pour les baguettes qu'on a, c'est quelles baguettes qu'il nous faut Alors, pour faire du zouglou? c'est ces baguettes-là. D'accord. Donc, je vous reprends tout ça. Oui. Et puis, interprétez-nous quelque chose en zouglou. C'est un titre de qui déjà que vous allez interpréter? Alors là, nous sommes à l'orée du FEMUA. Bien alors, sûr, avec Magic System. Avec Magic System. Yay! Merci beaucoup. Merci beaucoup, Naomi. C'est super, Babonga, amis téléspectateurs. Restez avec nous. Babonga Niek, balafoniste et formateur, est avec nous jusqu'à 8 h. Avec lui, on parle d'une création, d'une industrie culturelle autour du balafon Côte d'Ivoire. Et comment on ne peut pas être amoureux de ce pays où nous trouvons tout? Comment on ne peut pas être amoureux de ce pays où on valorise la culture? Je ne suis pas sûre que sous d'autres cieux, on a la possibilité de danser avec le balafon ainsi, n'est-ce pas, Babonga? C'est pas évident. C'est vraiment un privilège, c'est vraiment exceptionnel. C'est cela. La Côte d'Ivoire est un pays d'exception. Merci, Babonga, vous restez avec nous, on aura la possibilité d'échanger encore avec vous tout à l'heure. Mais pour danser, pour faire de la musique, il faut bien sûr être en bonne santé. Et pour parler de santé, nous sommes avec Dr Augustin Akoto. Il est médecin pneumologue, membre du SINAMEPSI. Avec lui, nous parlons des affections respiratoires aiguës. C'est le 3e passage du docteur. Déjà, on a appris à mieux connaître cet instrument que Dieu nous a gracieusement offert. Je veux parler de l'appareil respiratoire. On a parlé de l'asthme et aujourd'hui, on parle des affections respiratoires aiguës. Docteur Akoto, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Alors, bonjour, Naomi. Il faut toujours démonter notre... voilà. Bonjour à tous les techniciens de la RTI. Merci. Bonjour à toute la population de Côte d'Ivoire. Super. Nous nous retrouvons ici, c'est le SINAMEPSI qui a l'honneur de rentrer en bataille avec les médias que vous représentez, le pouvoir public, les employeurs dans les industries, la population pour partir en guerre contre les maladies qui dérangent l'organe qu'on a présenté, qui est le poumon, le souffle de vie, le poumon qui récupère, qui est un sac léger qui récupère tout l'air et qui extrait de l'oxygène pour alimenter tout l'organisme et qui rejette bien sûr les déchets et puis le gaz carbonique par le jeu de l'expiration. C'est ouvert à la nature, à l'atmosphère et donc c'est vulnérable, mais
c'est un organe qui est doté d'une puissance de lutte contre les déchets et contre les microbes. Hein. C'est un organe qui est doté, on avait dit, de 100 mètres carrés d'alvéoles. Oui. Dorothea, moi je vais tenir ça, même si je vais, voilà. Allons-y docteur, on va y aller pour 100 mètres permettre aux carrés, téléspectateurs de mieux voir. Voilà, donc c'est un appareil qui est doté de 100 mètres carrés d'alvéoles pour ouvrir, pour faire des échanges entre l'air et le sang, pour offrir de l'oxygène à l'organisme et dégager l'organisme des impuretés et du gaz carbonique. Voilà. Cet organe va être donc exposé on a vu l'asthme, aux maladies sensibles, de l'hypersensibilité, mais cet organe va être exposé à une maladie qu'on appelle la bronchite aiguë. Donc, les affections respiratoires aiguës les plus fréquentes sont dominées par les bronchites aiguës à nos consultations. Et donc, c'est cette bronche qui est pavoisée par un épithélium, par la muqueuse bronchique. Alors, docteur, on va utiliser des termes un peu plus faciles pour permettre à tout le monde de comprendre. Oui. Alors, la muqueuse, c'est quoi tout ça? La muqueuse bronchique, c'est un tapis qui se trouve dans la lumière de la bronche et qui tapisse toute la lumière de la bronche et qui récupère toutes les impuretés parce que cette muqueuse-là, c'est un tapis qui est constitué par des mucus, des cellules muqueuses qui sécrètent du mucus et des cils vibratiles qui commencent au niveau du nez jusqu'aux alvéoles. D'accord. Voilà, jusqu'au bronchiole terminal. Et donc, cette muqueuse bronchique va donc sécréter du mucus qui va enrober les déchets, les impuretés, les microbes et qui va les faire évacuer vers l'extérieur par le jeu de l'escalator mucociliaire, c'est-à-dire par un jeu de balai, un peu comme les voitures de la mairie qui brossent le goudron la nuit. Et c'est surtout la nuit qu'ils travaillent pour évacuer tous les déchets que nous respirons au cours de la journée, pour les envoyer au niveau du carrefour aérodigestif. Nous les avalons ou bien nous toussons pour les évacuer. D'accord. Et en parlant de bronchite, vous étiez en train de dire tout à l'heure qu'on parle précisément de cette affection respiratoire dans la mesure où une grande partie de la population en souffre. Oui. Alors, quelles sont les personnes qui sont généralement touchées? Oui. Enfants, femmes, jeunes, vieux, qui? Voilà, l'intérêt de cette question, c'est que c'est une maladie fréquente. Elle est déterminée par l'inflammation de cette muqueuse bronchique qui nous protège tant. Et elle va être touchée. La frange la plus sensible de la population, c'est les nouveau-nés, c'est les jeunes, c'est les enfants, c'est les personnes vulnérables, les personnes vulnérables, c'est-à-dire les bronchités chroniques, les asthmatiques, les immunodéprimés, et les personnes exposées à la poussière, les personnes exposées aux toxiques, aux toxines, aux professions toxiques qui font que l'empoussiérage va endommager la muqueuse respiratoire pour l'exposer à une inflammation aiguë qui va devenir peut-être chronique si on ne prend pas garde. D'accord. Si on ne s'en occupe pas. Et qu'est-ce qui peut causer, en tout cas, ce qui peut causer la bronchite? Le plus souvent, c'est les virus, c'est les infections. Et parmi les infections, c'est le virus de la grippe qui occupe pratiquement 50 à 90% des causes. Et puis aussi la rougeole, et les autres virus, et les bactéries. Et c'est surtout le pneumocoque qui est à l'origine de la bronchite aiguë chez l'homme. D'accord. Voilà, mais il y a aussi l'environnement, la pollution atmosphérique, la fumée, les gaz, les produits toxiques, et les professions exposées, comme la boulangerie, comme les professionnels du bois, les travailleurs du bois, les paysans qui sont exposés aux fèves de cacao, qui ne se protègent pas, qui ne mettent pas leur masque, les mineurs
etc. Mais on est tout le temps en train de respirer, docteur. Est-ce que le virus arrive facilement aux poumons? Parce qu'on est tout le temps en train de respirer comme ça. Oui, on est tout le temps en train de respirer, c'est pas facile. Il faut que l'environnement soit pollué, donc il faut lutter contre la pollution. Il faut que la défense soit endiguée pour que le virus ou bien les déchets puissent pénétrer dans les bronches pour aller jusqu'au niveau des alvéoles. C'est un long voyage parce qu'on a vu que le poumon était pavoisé de bronches et ces bronches étaient tapies par la muqueuse bronchique qui lutte contre les déchets, les microbes qui entrent dans le poumon et qui récupèrent ces déchets pour les réévacuer dehors. Et c'est quand les capacités sont dépassées, tout dépend de la toxine, de la puissance, du temps d'exposition et de la quantité d'empoussiérage et de déchets toxiques que nous inhalons. Tout dépend de la puissance de germes que nous avons inhalés. Et quand les capacités de défense des bronches est dépassée, en ce moment-là, l'inflammation survient et donc c'est la bronchite aiguë. D'accord. Pour un médecin, c'est tellement facile de pouvoir dépister la bronchite. Pour un être vivant lambda, comment peut-on se dire « Ah, on a quelques signes qui peuvent attirer notre attention pour dire que telle ou telle personne souffre déjà de la bronchite ?» Très rapidement, c'est les signes avant-coureurs. Le plus souvent, c'est des signes qui sont précédés par l'inflammation, l'infection des voies respiratoires supérieures, c'est-à-dire la rhinite. C'est un malade qui est collé à son mouchoir. Les narines coulent ou bien c'est bouché. Alors, la gorge fait mal. La gorge fait mal comment? Comme si on avait de l'angine ou pas? Comme si on avait de l'angine, effectivement. Il y a la pharyngite, puisque le pharynx se trouve là. Le larynx aussi se trouve là. Et donc, on a la voix rauque ou la voix éteinte. Et la douleur. Ça brûle dans la gorge, la douleur, ça brûle, ça fait mal dans les muscles et dans les articulations, et puis la fièvre peut arriver parfois. Mais le signe le plus important, le signe capital, pour savoir qu'on a une bronchite, c'est la toux. La toux. Docteur, souvent pour des personnes qui parlent beaucoup ou après une veillée, on peut avoir mal à la gorge et on peut perdre la voix. Est-ce que dès qu'on a un peu mal et qu'on a perdu la voix, on doit tout de suite penser à la bronchite? Non, c'est la toux qui est le signe capital. D'accord. Lorsqu'on a, c'est l'exposition aux variations climatiques, à l'air qui pénètre dans les cordes vocales et tout, qui constitue l'œdème local et qui fait qu'on perd la voix, mais ça revient aussitôt. C'est aigu, ça revient aussitôt. D'accord. Il faut boire les boissons chaudes, il faut se protéger. Du miel, du thé chaud, par exemple. Oui, voilà, d'accord. Mais le signe capital, c'est la toux. La toux. Mais la toux, il faut la respecter. Ce n'est pas une maladie, c'est un signe. C'est quelle forme de toux? Une toux sèche ou grasse? La toux est sèche au début. Et puis, elle est quinteuse parfois, comme la toux de la coqueluche, etc. D'où l'importance des programmes élargis de vaccination que le gouvernement a mis en place. Et c'est une toux qui devient humide et qui devient grasse. C'est une toux qui peut être sifflante. C'est une toux qui est douloureuse. Et c'est une toux qui peut ramener des crachats, les expectorations, les crachats qui sont au début des crachats blancs, muqueux. Et puis ces crachats peuvent devenir des crachats jaunes, de pus. Par la suite, ou alors peut être teinté de sang. Il faut vite faire. Même du sang, hein? Oui, il faut vite faire, il faut consulter. D'accord. Il faut consulter, parce que ces crachats, lorsque ça devient jaune, ça veut dire que les complications commencent, parce que lorsque le virus de la grippe ouvre la porte, il y a l'infection qui vient pour surinfecter, les bactéries qui viennent pour surinfecter la grippe. D'accord, docteur. Voilà. Alors, elle est fatiguée, c'est une maladie qui vous fatigue au début, et puis vous êtes obligé de vous reposer, et puis de prendre des boissons chaudes, et puis de vous couvrir.
et de suivre les indications du médecin. Oui. Il se trouve qu'il y a des personnes qui ne vont pas tôt à l'hôpital, on peut avoir tous ces symptômes et puis on ne va pas se faire soigner. Alors, est-ce que si la bronchite n'est pas rapidement soignée, on peut arriver à des complications? On peut arriver à des complications. L'organisme se défend bien, mais chez des personnes saines, mais si cela ne suffit pas, les premiers moyens indiqués par le médecin ou bien appliqués par nous-mêmes, les anti-inflammatoires, la boisson chaude, le repos, la vitamine C, si tout ça ne suffit pas, nous allons passer de la bronchite aiguë simple à la pneumonie. C'est-à-dire que le microbe va rentrer jusqu'au bronchiole terminal et va s'installer au niveau des alvéoles. On a 100 mètres carrés d'alvéoles qui nous défendent, mais là, l'inflammation va être intense et donc on appelle la pneumonie. Et en ce moment-là, la pneumonie, c'est tout un parti ou tout le poumon qui est pris comme un gâteau. Et en ce moment, l'air ne passe plus, il y a soif d'air, il y a douleur qu'on appelle le point de côté, il y a la sueur, il y a la fièvre monte et monte et monte, et il y a la fatigue, et puis on tousse sans arrêt. D'accord, docteur. Voilà. Donc, ça fait une des complications de la bronchite chronique, de la bronchite aiguë plutôt, oui. D'accord. Voilà. Docteur, en parlant de complications de la bronchite, on entend aussi souvent parler d'emphysème, j'espère que je prononce bien. C'est quoi cette forme de complication? C'est l'évolution de la bronchite chronique. La bronchite chronique, c'est la bronchite aiguë, mal soignée ou qui revient pour des raisons d'atteinte de l'immunité ou pour des raisons X, Y, de pollution intense. La bronchite aiguë survient quand c'est maltraité ou bien quand ça revient pour des raisons atmosphériques. Ça revient 2-3 fois dans l'année, 2 ans de suite, et alors les bronches sont altérées profondément. La muqueuse bronchique est altérée profondément et on passe au stade de bronchite chronique simple. Bronchite chronique simple, à ce stade-là, il y a obstruction des petites voies aériennes et on peut commencer à respirer mal. C'est à ce stade qu'il faut intensifier la prise en charge pour ne pas arriver à l'emphysème, pour ne pas arriver à la bronchite chronique obstructive. Obstructive, ça veut dire que c'est bouché, c'est obstrué à cause de l'inflammation et aussi à cause de l'hypersécrétion de la muqueuse bronchique. Voilà, puisque c'est agressé, constamment agressé par les microbes et par les toxines, par la poussière et la cigarette. En ce moment-là, ça devient une bronchite chronique obstructive. On commence à respirer mal et de plus en plus mal. Et l'air est de plus en plus pauvre en oxygène. Le poumon est distendu, l'air est piégé, est toxique parce que c'est riche en gaz carbonique et il arrive moins d'oxygène au niveau du poumon pour alimenter l'organisme. On commence à s'essouffler, le cœur commence à souffrir parce que c'est le distributeur exclusif de l'oxygène à l'organisme, mais le camion est de plus en plus vide. Donc il est obligé de faire beaucoup de tours. Donc il bat beaucoup. Et puis il devient insuffisant. Donc insuffisant cardiaque donc. Et puis problèmes cérébraux. Parce que l'oxygène, le cerveau se nourrit de 2 choses, le sucre et l'oxygène. L'oxygène manque, le cerveau va commencer à souffrir. Le rein aussi se nourrit d'oxygène, de beaucoup d'oxygène, et commence à souffrir aussi. Donc, tout l'organisme commence à souffrir et on arrive à un stade où le poumon ne se distend plus, où les alvéoles, tout est un peu détruit, ne sont plus fonctionnels et donc on arrive à l'emphysème qui est le stade terminal. Et donc, le soufflet ne se compresse plus, ça ne se gonfle plus pour se dégonfler. Ça reste gonflé. Et donc, ça entraîne donc l'insuffisance cardiaque et puis la mort. Malheureusement. Voilà, malheureusement. Docteur, existe-t-il des remèdes? Et si oui, comment donc est pris en charge le malade qui souffre des affections respiratoires? Oui, vous imaginez déjà la première étape de ces remèdes-là, il vaut mieux prévenir que guérir.
Ça veut dire quoi? La lutte contre la pollution, la prise en charge des asthmatiques et des personnes immunodéprimées. Ça veut dire qu'il faut traiter acharnement les bronchites aiguës pour ne pas arriver à la bronchite chronique, pour ne pas arriver à l'emphysème. Et secondo, c'est qu'il faut observer les vaccinations. La grippe est un virus qui est très compliqué, il y a beaucoup de sérotypes, on n'arrive pas à fabriquer un vaccin fixe, donc chaque année, il y a un sérotype qui est endémique, qui contamine, et donc c'est le vaccin de l'année là qui est valable. Donc chaque année, il faut changer de vaccin, donc il faut vacciner, surtout les personnes vulnérables par le vaccin antigrippal, et il faut faire tous les ans. Et puis, il faut faire des vaccins antibactériens tous les 3 ans. Le pneumo 23, le vaccin contre le pneumocoque. L'environnement à la maison, oui. Comme j'avais dit, il ne faut pas balayer, il faut prendre la serpillière, l'eau et le savon liquide. Pour ne pas répandre la poussière. Répandre la poussière. Il faut l'hygiène du milieu. Il faut lutter contre la fumée, de l'environnement, la fumée et la pollution. Au service pour les professions exposées, le port de masque est conseillé pour les mineurs, pour les boulangers, pour les travailleurs dans l'industrie de bois, pour les paysans qui manipulent les fèves de cacao, etc. L'environnement industriel doit être assaini. Et donc les usines doivent être placées dans les milieux où l'homme n'est pas, les milieux qui ne sont pas résidentiels. Exactement. Voilà. Pour les mesures préventives. Maintenant, pour les mesures curatives, il faut voir le médecin assez tôt pour traiter les bronchites aiguës. Il faut se protéger contre les variations climatiques. Il faut qu'on ait à disposition dans les structures de l'oxygène. En tout cas, le syndicat fait de son mieux pour expliquer à ses membres comment les structures doivent se tenir prêts à recevoir des malades qui sont insuffisants respiratoires. En Europe, ils vont plus loin jusqu'à avoir des bouteilles d'oxygène dans leur poche au travail pour inhaler. Ces malades qui décompensent quand ils sont au stade de la bronchite chronique. Ils doivent pouvoir aller dans les structures de leur quartier pour pouvoir se faire soulager et traiter les surinfections de façon acharnée. Parce que les surinfections vont compliquer la situation et les amener vers l'emphysème qui est pratiquement la fin de l'épisode. N'est-ce pas? Ouais. Alors, docteur, en guise de conclusion, que devons-nous retenir concernant les affections respiratoires aiguës? Concernant les affections respiratoires aiguës, et en particulier la bronchite aiguë, la lutte est possible. Les personnes vulnérables doivent être protégées. L'antibiothérapie n'est pas systématique, mais lorsqu'il y a une complication, il faut voir les médecins pour pouvoir apporter les solutions idoines pour éviter l'insuffisance respiratoire chronique qui limite l'homme dans sa profession, qui le limite dans la société et qui le conduit vers une précocité de la vie et puis un raccourcissement de la longévité. Et c'est surtout pour ça que le syndicat nous envoie pour, avec vous, lutter pour que nos populations puissent vivre avec leur bronchite sans aller aux complications et pas durer la vie. Voilà, parce que dans notre pays, la longévité est raccourcie. On est passé à 40 ans alors qu'on était à 51 ans. Il y a quelque chose à faire. Protégeons donc notre environnement, faisons attention à tous les gestes quotidiens afin de pouvoir préserver la vie et surtout de préserver notre appareil respiratoire grâce auquel on a la possibilité de bénéficier du souffle de vie que Dieu nous donne. C'est cela?
Merci beaucoup, Merci. docteur Augustin Akoto. On Merci, prend toujours Naomi. beaucoup de plaisir Merci. à avoir des échanges, combien de fois enrichissants pour nous et pour les téléspectateurs. On espère vous revoir très prochainement. Merci. Merci à vous. Merci, Merci docteur. à toute l'équipe. Oui, merci docteur Augustin Akoto, médecin pneumologue, membre du SINAMEPSI. Et aujourd'hui, avec lui, nous avons parlé des affections respiratoires. Amis téléspectateurs, marquons une pause qui se veut publicitaire et on se retrouve juste après. T'es jeune et t'es mordu de high-tech? Alors, rejoins la génération Epic et profite de réductions dans des magasins électroménagers, des pressings, des boutiques et des cinoches. Epic Nation, c'est aussi des tonnes de SMS, des appels gratos toute la nuit, de l'internet illimité et des bonus à gogo. Envoie Epic au 3399 et imagine ta life. No limit. Pour être en bonne santé et pour protéger leur bien-être, les écoliers du village Kotio, j'espère que je prononce bien, village Kotio, lancent un SOS. C'est un reportage de Philomène Draman. Kotio, village situé à 35 km de Bondoukou, n'a plus d'école primaire. Depuis le 11 mars, une tornade a arraché le toit de la seule école du village. Du coup, les enfants n'ont plus repris le chemin de l'école. Actuellement, nos enfants ne vont plus à l'école. Le vent est venu pour enlever tous les bâtiments. Actuellement, on n'a pas d'école. Tout est gâté. L'école est restée sans élèves. Les élèves ne savent pas où aller et on ne sait pas comment couvrir les élèves pour qu'ils aient une bonne place pour le futur. Ces enfants ne savent plus où aller. Ils lancent un véritable SOS. L'école primaire de Kotio fut créée en 1960. Quelque chose a déclenché d'énormes vagues. Bobo, bobo. Bobo, bobo, bobo. Oh non! Je crains que ce ne soit encore un coup des frères Bobo. Ce nigo de singe ne rate jamais une occasion de faire des bêtises. Est-ce que tu vois où ils sont par hasard? Je suis Oscar. Je suis Oli. On est toujours ensemble, on s'aime de tout cœur. C'est grâce à Diego et Alicia que nous avons pu rentrer à la maison. Thank you very much, Diego. Thank you very much, Alicia. Go Diego, votre dessin animé à voir du lundi au vendredi à 18h05 sur RTI 1. Si on a... Petit fille. C'est quoi ce son que vous venez de nous jouer, Alors, Balunga? ce son, c'est le générique d'un film très très célèbre qu'on appelle Rue Case Nègre. Oui. Alors, composé par le groupe Malavoie, un groupe mythique de la Martinique. C'est cela. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très synthétique. Et alors, j'avais bien plaisir à jouer. Et nous, on prend Rue aussi Case beaucoup de Nègre. plaisir à l'écouter. Alors, la création d'une industrie culturelle autour du balafon en Côte d'Ivoire. Oui, oui. On a donné quelques raisons. Tout à fait. D'accord. C'est un instrument qui peut nous permettre de valoriser notre culture. Tout à Mais on fait. se demande qui peut apprendre à jouer de cet instrument. Oui, alors, avec la permission de Naomi, je vais parler déjà du cadre. Allons-y. Du cadre. Alors, il s'agit de la Convention 2005 de l'UNESCO. La Convention 2005 de l'UNESCO pour
protection et la promotion des diversités des expressions culturelles. Alors, cette convention a mis sur pied un fonds qu'on appelle le FIDC, le Fonds international pour la diversité culturelle. Et c'est donc dans ce cadre-là que, pour la fin d'année 2012, ils avaient reçu 243 demandes à travers le monde pour des projets. Et parmi ces 243, 13 ont été retenus, et parmi lesquels un projet de la Côte d'Ivoire, projet du groupe Banganyek, sur l'amorce d'une création ou une industrie culturelle en Côte d'Ivoire. Félicitations pour ce dossier bien présenté. Merci beaucoup, Naomi. Alors, il s'agira effectivement de mettre sur pied de la formation, parce qu'il s'agit de la professionnalisation des métiers autour du balafon. C'est cela. Et donc, c'est de la formation pour des fabricants et la formation pour des pratiquants. D'accord. Donc, on comprend qu'autour du balafon, on n'a que 2 métiers, fabrication et... Alors, il y en a plusieurs. Ah, d'accord. On peut citer quelques métiers? Oui, quelques-uns. On a donc des fabricants, on a des instrumentistes, on a des enseignants, on a autour du marketing, on a autour du management, on a autour de l'administration, on a autour de la prospection, on a autour de la publication. Et donc, Enso, il y a alors là, il y a de la commercialisation aussi. La commercialisation. Et alors là, il y a de quoi valoriser vraiment beaucoup de métiers. Et c'est le cadre, c'est l'occasion de lancer un appel à tous ceux qui s'y intéressent. Parce que par exemple, là, cette activité, elle commence là, en avril. Et le lancement officiel d'ailleurs, c'est déjà la semaine prochaine, le 17 avril. D'accord. Le lancement officiel de cette activité qui va commencer par la fabrication. Et immédiatement après, une semaine plus tard, ça sera le casting pour les pratiquants. Okay. Alors je lance un appel parce que pour les pratiquants, ça sera vraiment de la parité de genre. Il y aura 10 hommes et 10 femmes qui seront formés au balafon chromatique. Parce que maintenant, ça s'y prête, hein, on n'est plus dans le bois sacré. Moi, je n'ai pas encore vu de femmes jouer au balafon, j'espère qu'il y en a. Hein. Alors, il en faudra. Ah. On va en former, et donc on aura des femmes qui jouent au balafon, et notamment au balafon moderne, balafon chromatique. Et je suis sûr que ça va bouger plein de choses, parce que lorsqu'on parle de professionnalisation, on parle de création de métiers. Alors, il est important d'impliquer toute la population, toute la jeunesse. Ce n'est pas que les hommes, c'est aussi les femmes, ça concerne tout le monde. Ah, donc on a réponse donc à notre question de savoir qui pouvait s'y intéresser. Qu'on soit homme, femme, mature, jeune ou enfant, on peut s'intéresser donc au balafon. C'est tout genre et tout âge. Mais alors là, pour le cas d'espèce, il faudra quand même avoir un certain minimum, non seulement de passion, mais aussi un certain minimum de niveau, parce qu'il s'agira de faire de la théorie musicale, c'est-à-dire du solfège aussi. Ah. Et il s'agira également de pratiquer, parce que le balafon a pour ambition de rentrer dans l'instance universelle de la musique. Donc il faut vraiment acquérir les moyens de communication adéquats. Alors, quelqu'un qui vient du nord de la Côte d'Ivoire est en train de nous souffler tout à l'heure. Ah, pour mon instrument du village, là aussi, il faut qu'on fasse le solfège. Bon, alors, progressivement. Parce qu'avec le balafon chromatique, nous avons toutes les tendances. Ça devient la synthèse de tous les instruments traditionnels et un pont avec les instruments modernes. Et donc, à l'intérieur, nous pouvons effectivement jouer des morceaux traditionnels. C'est ça. Mais alors, il faudrait, pour pérenniser ces répertoires, il est important que ces répertoires soient écrits. Et de plus en plus, il est important que les instrumentistes traditionnels puissent être au niveau de tous les autres instrumentistes dans le monde entier, parce qu'il faut intéresser les compositeurs. Il faut que les compositeurs puissent écrire pour balafon chromatique, pour balafon Jomolo, pourquoi pas, pour du Nord, balafon du Nord, et que les instrumentistes puissent interpréter. Et là, nous allons vraiment comment dire, c'est un renforcement de capacité qui nous permet d'être à niveau. Parce qu'on parle de mondialisation et tout ça, nous ne devons pas rester en arrière tout le temps. Il faut vraiment nous donner les moyens d'être à la hauteur. C'est ça. Et donc avec le balafon chromatique, maintenant, ça se passe en clé de sol, on écrit des partitions et c'est possible. Et c'est en cela que nous allons intéresser les auteurs-compositeurs, les arrangeurs, les instrumentistes, les enseignants et étudiants en musique, les passionnés, les amateurs d'instruments et plus précisément d'instruments à percussion mélodique. Et tout ça, ils peuvent me contacter directement s'ils veulent être castés pour pouvoir bénéficier de cette
alors de cette formation. Exactement. Si Naomi le permet, je pourrais donner mon contact Allons-y. au cours d'émission. Alors c'est le 05 94 06 50. On peut le redonner? Oui, le 05 94 06 50. On a aussi le 40 27 02 03. D'accord. Oui. Bambonga, finalement, un formateur, balafoniste, et puis j'ai envie de dire bon agent commercial, vous savez vendre vous savez vendre votre produit. Merci Alors, beaucoup. pour tenir le balafon, il faut être un peu grand quand même, parce que pour les baguettes, là, c'est pas évident. Oui, alors c'est pas toujours, c'est pas obligé de jouer à 4 baguettes. On D'accord. peut également jouer à 2. À 2? À 2 baguettes. Super. Alors, Yes, Bambonga, moi, je vais vous demander quelque chose. Hein. Oui. C'était pas prévu. Vous avez parlé du son du balafon Chologo. Hein. Est-ce qu'avec le balafon chromatique, on peut avoir ce son brut traditionnel? Oui, on peut l'avoir. Hein, on peut l'avoir. Merci. Vous restez avec nous, on a promis aux téléspectateurs qu'on parle balafon jusqu'à 8 heures. Tout à fait. Super, à tout à l'heure, Bambonga. Merci. Et oh là là, pour parler des opportunités que nous offre le balafon, il faut aussi se dire que les NTIC nous offrent des opportunités. Et nous parlons donc NTIC avec monsieur Yao Ncho, professionnel de la sécurité informatique. Bonjour. Bonjour. En parlant des opportunités que nous offrent les NTIC, on pense au site internet, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il est réellement important d'avoir un site internet. Avoir un site internet est important. Par exemple, il y a environ 2 à 3 semaines, nous avons lancé par exemple des projets avec des écoles et qui devaient être financés à l'étranger. La plupart des écoles que nous avons soumises ont été automatiquement rejetées. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas un site internet. Alors que dans le système international, lorsque vous n'avez pas de site internet, c'est comme si vous n'existez pas. Deuxième chose, il y a eu par exemple en Afrique le classement des 100 meilleures universités d'Afrique. Et on a vu que c'est vraiment dommage que beaucoup d'écoles ivoiriennes n'étaient pas, beaucoup d'universités ivoiriennes n'étaient pas dans ce classement-là. Mais si vous regardez les critères pour ce classement-là, qui est l'un des plus grands classements d'universités africaines, ces universités, la première chose, devaient avoir au moins un site internet, mais un site internet qui parlait de leurs étudiants, un site internet qui montrait leurs infrastructures. Donc je veux aujourd'hui présenter les différents types de sites internet et expliquer en fait aux entreprises, aux écoles et à tous ceux en fait qui font des affaires, leur faire comprendre qu'il est important d'avoir un site internet aujourd'hui. Il est important d'avoir un site internet, mais beaucoup de personnes se disent que c'est peut-être coûteux. Oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, par internet, il y a tellement de techniques qui nous permettent d'avoir un site même gratuit. Vous savez, et il faut savoir que de la même manière que vous vous dites que vous devez avoir un local pour votre entreprise, ce n'est jamais trop cher d'avoir un local pour son entreprise. De la même manière, ce n'est jamais très élevé d'avoir un site internet. Donc rapidement, les différents types de sites internet qu'on a, je vais parler de 3 types de sites internet. On a le site internet standard qu'on a l'habitude d'avoir. Je présente en ce moment le site internet par exemple de la RTI, qu'on connaît bien. Donc, c'est un site internet tout simple, il y a des animations, etc. Donc, vous avez ici un site internet qui présente les activités, donc les émissions qui sont faites à la RTI. Vous avez tout ce qui est information qui est donné.
Mais la différence entre ce site Internet et les autres sites Internet que je vais présenter, c'est que ce site Internet, vous ne pouvez pas interagir avec le site. Par exemple, vous ne pourrez pas poser des questions et avoir des réponses. Hein, cela n'est pas possible. Donc, le premier type de site Internet, le site Internet de la RTI. Et avec ce site Internet, amis téléspectateurs, rappelons que vous avez la possibilité de revoir tous les programmes de la chaîne qui rassemble sur les www.rti.ci et vous pouvez échanger avec l'équipe de cette matinale en nous écrivant à matinbonheur1@ci. Voilà. On y va. Donc, c'est un peu cela, premier type de site Internet que tout le monde connaît. Mais en même temps, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les blogs. Un blog, c'est quoi? Aujourd'hui, on va dire que les journalistes les plus puissants dans le monde, ce sont les blogueurs. Généralement, ils n'ont pas forcément une formation de journaliste, mais en fait, ils écrivent des articles. Donc, le monsieur, il se lève le matin, il voit par exemple qu'il y a eu tel problème dans le pays, ou il voit qu'il y a eu telle ou telle chose, alors il écrit un article là-dessus. C'est ça. Finalement, les gens qui n'achètent pas forcément des journaux, aujourd'hui, et on sait que... ils sont nombreux, les titrologues. Voilà, voilà. Les titrologues, c'est ceux qui prennent le temps de lire les articles sans pour autant payer le journal. C'est cela. Donc, ces personnes, aujourd'hui, beaucoup de gens, ceux qui vont sur Internet, préfèrent lire les blogs, préfèrent lire les informations des blogs. Donc, aujourd'hui, c'est très intéressant pour une entreprise d'avoir un blog. Ce blog-là permet de relater les différentes activités de cette entreprise. Donc, par exemple, j'ai ce blog, qui est un blog complètement gratuit. Ce qui est intéressant sur ce blog, c'est que ce blog permet d'ouvrir des blogs gratuitement. Donc, vous parlez tout à l'heure d'entreprises qui pourraient dire que ça serait cher d'avoir un site Internet. Vous pouvez avoir des blogs gratuits à travers ces sites Internet. Il y a plein d'organismes, d'organisations qui permettent d'avoir des blogs complètement gratuits sur Internet. Et ça, c'est purement, ce que je veux préciser, c'est purement ivoirien. D'accord. Voilà. Donc, vous aurez un blog qui se terminera par web.ci. Donc, vous pouvez avoir votre nom, .web.ci. Et on peut donner les informations de notre entreprise. Oui. Et des informations, la différence avec le blog, c'est que vous pouvez donner des informations chaque jour, chaque heure. Vous avez des lecteurs qui viennent, qui peuvent faire des commentaires sous les articles que vous écrivez, etc. etc. Donc ça vous permet d'être encore plus proche de vos clients. On peut y mettre des images, des vidéos. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Voilà, des images, des vidéos, etc. Parce que lorsque vous avez un site Internet, ben, le client, il vient, il voit juste les informations que vous donnez. Et s'il veut vous contacter, il est obligé de vous contacter par mail ou vous appeler. Alors qu'au travers du blog, il a des informations sur ce qui se passe chaque jour. Imaginons simplement une école qui ouvre un blog. Cette école pourrait mettre chaque cours, ce qui s'est passé aujourd'hui, etc. Ça incite beaucoup plus des étudiants à aller dans une telle école. Donc, professeur Yao a parlé, par exemple, de telle chose et quelques éléments de son cours. Oui, des images et même des vidéos, une vidéo du cours, par exemple, qui permet, par exemple, à des étudiants qui n'ont pas pu assister au cours de pouvoir voir ce qui s'est passé, de pouvoir voir des exercices, etc. Et donc, ça, c'est très important. Troisième type de site Internet dont je veux parler, c'est ce qu'on appelle le forum. Edu225.com, par exemple, qu'on a lancé, c'est sous la forme d'un forum. Un forum, c'est quoi? En fait, c'est un centre d'échange. Voilà, la particularité d'un forum, c'est que c'est un centre d'échange. Ici, par exemple, vous avez un forum, ça c'est purement indien, d'accord, qui permet de partager des cours, des devoirs, des exercices, etc. Lorsque moi, j'entends une nouvelle formation, un nouveau programme, je vais automatiquement sur ce forum-là pour chercher, parce que je sais qu'il y a forcément quelqu'un qui a dû poster quelque chose parlant de ce cours, parlant de cet exercice, parlant de ces livres-là. Donc, sur un forum, je peux venir, je vois par exemple n'importe quel programme, je peux cliquer sur n'importe quel programme, par exemple le CCNA qui a une certification internationale. Je viens, j'ai des simulateurs, j'ai des systèmes pour les appels, et ce sont des étudiants comme nous, ce sont des professionnels, ce sont des gens qui ont des problèmes en entreprise, qui posent des questions, et automatiquement, vous avez des réponses. C'est cela. Donc, premier type de site Internet, pour rappeler, on a parlé des sites Internet standards. Comme le site de la RTI, bien sûr. Comme le site Internet de la RTI, qui est vraiment beau et bien animé. Merci de le reconnaître. Deuxième type de site Internet, on a parlé des blogs. Avec les blogs, vous pouvez donner des informations au jour le jour sur votre entreprise. Et vous avez web.ci, qui est complètement gratuit, qui permet à chaque personne qui le veut de créer un blog sur Internet en .ci, pour vendre en fait la destination Côte d'Ivoire. Et troisième chose, vous avez le système des forums. Forum qui permet à des personnes d'échanger, de partager des exercices, des cours, etc. Sur le forum, personne n'est le maître, personne n'est le plus fort. Tout le monde devient enseignant, tout le monde devient professeur, tout le monde partage.
et ça profite réellement à tout le monde. Donc, réfléchissez pour votre entreprise. Soit vous avez besoin d'un site internet standard, soit vous avez besoin de blog, soit vous avez besoin d'un forum comme www.du225.com. Monsieur Yaouncho, avant de nous dire au revoir, une question revient. Oui. C'est que sur Internet, il est difficile de maîtriser ou de canaliser les gens qui font des commentaires. Donc, le blog, on peut échanger dessus, Oui. sur les forums, et souvent des personnes disent des choses pas intéressantes. Comment on fait? On a la possibilité de les empêcher de s'exprimer, Oui. ou, bon, dès que c'est lancé, ça fait un boomerang. Vous savez, aujourd'hui, il y a un nouveau métier qui est vraiment une opportunité pour ces jeunes qui aiment les technologies. C'est le métier de community manager. C'est-à-dire, ce sont des gens qui gèrent votre communauté. Ce sont des gens qui ont appris cela parce que c'est un métier. Il y a aujourd'hui une communauté de community managers qui est en train de se former en Côte d'Ivoire. Donc, ce sont des personnes qui traitent votre site Internet, qui traitent votre communauté. Et lorsqu'il y a de telles réponses, de tels commentaires dont on parlait, ce sont des personnes qui peuvent répondre à ces commentaires. Mais il faut laisser vos clients parler, c'est important. Parce que si vos clients ne viennent pas parler sur votre site Internet, ils peuvent parler dans d'autres endroits. On peut avoir des ennemis aussi, on peut avoir des personnes qui ne parlent même pas de notre entreprise. Hein. Oui, ils peuvent le faire, mais ce qui est bien, c'est que vous avez le droit de répondre, parce que c'est sur votre site Internet. Mais on ne peut pas les empêcher de s'exprimer. Non, vous pouvez, c'est-à-dire vous pouvez supprimer des commentaires, c'est possible. Voilà, si quelqu'un fait un commentaire que vous n'aimez pas, ou un commentaire grossier par exemple, vous pouvez supprimer ces commentaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que si c'était sur un autre site Internet, vous n'aurez pas la possibilité de le faire. Donc c'est mieux que ce soit sur votre site Internet, vous avez la possibilité de répondre. C'est pourquoi il est important d'avoir un site Internet. Si quelqu'un vous insulte sur Internet, ben, quelqu'un qui ne vous connaît pas sera obligé de faire une recherche. Il faut que cette personne vous retrouve sur Internet pour établir la vérité. N'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Yaouncho. On va continuer de parler des nouvelles opportunités que nous offrent les ZENTIC et ça sera, j'espère, la semaine prochaine. Oui, certainement. Certainement la semaine prochaine. On va parler de comment on peut avoir un site Internet gratuit, comment on peut créer et comment des gens, c'est-à-dire vous qui n'êtes pas forcément informaticienne, vous voulez créer un site Internet naomi.ci. Donc, on va apprendre à le faire et j'espère que la semaine prochaine, on pourra présenter ce site-là. Au fur et à mesure, on va y arriver, amis téléspectateurs. Nous espérons qu'à chaque fois que M. Yaouncho passe, vous notez bien, parce que chez vous à la maison, si vous avez Internet et un ordinateur, tout est possible aujourd'hui, parce que les ZENTIC nous offrent de belles opportunités. Merci, bonne journée, à la semaine prochaine. J'attends le Naomi.ci. À présent, faisons un gros plan sur un centre éducatif à Marco Horizon 4. Et je suis sûre que ce centre aura besoin d'un site Internet. Regardez. Situé dans la commune de Marcory, le centre éducatif de la zone 4C fut créé en 1967. Il assure la prise en charge éducative, scolaire, nutritionnelle des jeunes en difficulté d'adaptation sociale. Ce sont les enfants caractériels. Quand on dit enfants caractériels, ce sont les enfants difficiles, les enfants dont l'autorité parentale n'existe pas, ayant des troubles de comportement. C'est-à-dire des enfants déjà à bas âge qui font des fugues, qui ne dorment pas à la maison, qui ont des difficultés scolaires. Malgré leur insertion, ils n'arrivent pas à travailler. Donc on les prend, ils viennent ici, on essaye de les aider. Et il y a des enfants aussi issus de familles désunies, disloquées. Des enfants venant de milieux défavorisés même. Et puis il y a aussi les enfants victimes de la maltraitance que nous prenons. On prend seulement des garçons de 10 à 15 ans. D'une capacité de 200 places, le centre fonctionne en régime d'internat. Les pensionnaires ont droit à l'éducation scolaire. Les cours sont dispensés par les instituteurs selon le programme en vigueur à l'éducation nationale. La formation professionnelle est exigée aux pensionnaires de plus de 15 ans. Pour le suivi scolaire, plusieurs activités sont initiées, entre autres l'étude de cas, l'écoute et les causeries à thème. Tous les mercredis, après le ménage, nous réunissons les enfants à 10 h pour mener les activités. Cette activité se nomme la causerie à thème. Elle porte sur différents thèmes, à savoir l'hygiène corporelle, l'hygiène vestimentaire, l'hygiène alimentaire, tout ce qui compose l'hygiène en général. Nous avons le vol. Compte tenu du comportement d'un enfant, nous initions une activité telle que le vol ou bien le respect par exemple, que nous sommes en train de voir ce matin. Lorsque nous arrivons, d'abord, on fait asseoir tous les enfants. On leur demande de chanter.
et on fait le rappel de ce qui a été dit la semaine dernière. Si les enfants n'ont pas pu nous faire ressortir ce qui a été dit la semaine dernière, nous revenons sur cette activité pour qu'ils puissent mieux cerner ce que nous voulons leur dire. Après 46 ans d'existence, voici aujourd'hui le triste tableau de ce centre. Porte sans serrure, bancs abîmés, toilettes sans porte, la chambre froide et les jeux n'existent que de nom. Tout sent la moisissure. Ici se trouve une maisonnette qui sert d'infirmerie. Pas de lit pour les premiers soins, pas de matériel. Les idées ne manquent surtout pas. Un morceau de bois devenu une toise pour mesurer la taille des enfants. La liste n'est pas exhaustive. Après la classe de CM2, quand ils sont admis au concours ou à l'entrée en 6e, ces pensionnaires vont dans les lycées et collèges. Et il n'y a pas de suivi. L'ancien site de l'INFES, l'ancienne école de formation sociale, qui est INFES, Institut national de formation sociale, c'est après ça qu'on a fait venir les enfants. Donc, rien n'a été aménagé pour pouvoir accueillir ces enfants-là. La directrice du centre lance un SOS. C'est un cri de cœur que je lance à toutes les personnes de bonne volonté pour qu'elles puissent nous venir en aide. De doter notre centre éducatif d'un car, voire transporter les pensionnaires pour faire les sorties découvertes, pour aussi le suivi de ces enfants-là. Donc c'est pourquoi je voulais même lancer un appel à tous les anciens pensionnaires qui étaient ici, qui sont là, s'ils peuvent venir nous aider, venir aussi, parce que je sais que j'ai une liste, quelques noms qui ont réussi, s'ils pouvaient venir former une association. Et quand ces enfants viendront, on va dire, vous voyez, tel monsieur, il a été pensionnaire ici et voilà ce qu'il est devenu. Et ça peut les motiver, ça peut plus les aider à travailler. Il faut réhabiliter le centre pour que les enfants soient dans de bonnes conditions. Depuis 1969, le volet scolaire fut intégré au centre éducatif, avec 3 classes, le CE2, le CM1 et le CM2. Le centre éducatif zone 4C est uniquement réservé aux enfants de sexe masculin. On écoute ce son qui fait danser plusieurs générations. C'est le son du groupe Magic System, une affaire de taper d'eau. Et quand on parle du groupe Magic System avec à sa tête Assalfo, on est obligé de parler aujourd'hui du FEMUA. Mais avant de recevoir notre invité, écoutons encore ce son avec le balafon. Oupa! Merci Babonga. Et puis moi, je voudrais profiter de la présence de Babonga pour lancer un appel au groupe Magic System, surtout à l'initiateur du FEMUA. Il s'agit de Assalfo. Alors, Assalfo, depuis 6 heures du matin, Babonga ne fait que la promotion de toutes vos chansons. Alors, demande est faite par Naomi Amousso et tous les membres de l'équipe de cette matinale pour une prestation au FEMUA. D'accord? Que ce soit à Abobo ou à Marcory, à Numambo, décidez, mais s'il vous plaît, pour quelqu'un qui fait bien la promotion de votre musique avec le balafon, il faut bien une prestation, n'est-ce pas Babonga? Merci Naomi, une belle proposition. N'est-ce pas? Alors, Festival des musiques urbaines d'Anumambo, j'ai envie de dire aussi Festival des musiques urbaines d'Abobo. Bonjour, vous êtes Efoué Xavier, avec vous on parle du FEMUA 6. Merci Naomi. Je dirais Festival des musiques urbaines d'Anumambo. FEMUA 6, hein, comme ça fait AA, Anumambo, oui, bon, on est obligé de parler d'Anumambo, c'est là-bas que ça commence. C'est Anumambo. FEMUA donc éclaté pour cette édition. Nous avons 3 sites, Marcory, Anumambo,
Abobo et Cocody Live 7. C'est ça. Alors, afin de permettre aux populations de certains quartiers de vivre et de suivre le FEMUA. C'est bien que ce soit éclaté cette année. Félicitations pour cette initiative. Merci beaucoup. Alors, nous avons, comme aux éditions précédentes, proposé une bonne programmation artistique pour nos populations. Alors, nous avons invité La Fouine pour la France, Alif Naba pour le Burkina Faso, Viviane Dou pour le Sénégal, Oumou Sangaré pour le Mali, Sanfran Thomas pour le Cameroun, Charlie Yapo pour le Canada, Jibem Piana pour la RDC, Dobé Niaoré pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Au plan local, nous avons les patrons, DJ Mix, Soteka, Baby Philippe, les marabouts d'Afrique. Et il faut dire que le FEMUA, parlant du programme, ça sera les 12 et 13 à Makori à Noumabo, le 14 à Abobo et des showcases tous les soirs au Live 7 à Cocody. Le 13 matin, autour de 7 h, nous avons un cross populaire avec 10 catégories et de nombreux lots à gagner. Super. Alors j'invite toute la population ivoirienne à venir courir pour soutenir le FEMUA. Nous avons déjà des inscrits au nombre desquels M. Assalfo de Magic System, premier inscrit. Ça marche. Et on peut vous contacter au 05 20 20 02 46 51 73 73. Ou sur notre site www.femua.com. Merci beaucoup. Et pour parler de musique, amis téléspectateurs, vous avez rendez-vous avec Mammiss pour l'enregistrement de l'émission Samedi. Et les artistes Vital, Charlie Wata et les marabouts seront de la partie. C'est ce jeudi à partir de 15 h à Yopougon au complexe Astoria Palace. Merci de nous avoir suivis et nous voulons redonner le numéro de Monsieur Babambagnek si vous êtes intéressé par cet instrument qu'on appelle le balafon. 05 94 06 50 40 27 02 03. On a pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. On va se retrouver demain et puis nous on termine en musique si vous le permettez. On est amoureux de notre pays, on y va. Et surtout, on pense au premier bâtisseur de ce pays, Nana Oufoué. La chaîne qui rassemble.